Bonjour à tous. Laetitia Royer, nous sommes contentes de vous retrouver aujourd'hui. Donc, je me présente. Je suis consultante en ressources humaines, basée donc au bureau de Metz, et je vais présenter ce webinaire aujourd'hui avec Morissette Frati. Donc, je te laisse la parole. Oui, merci Laetitia, bonjour à tous. Bon, désolé un peu du manque de cette synchro, mais ma collègue Laetitia est à notre bureau de Metz, je suis moi-même sur le bureau de Toulouse. Je suis en charge du secteur aéronautique, espace défense, et comme Laetitia, je fais partie des référents au sein du cabinet sur la mise en place de la nouvelle convention collective. Alors, j'ai un souci de... On a un souci, oui. Oui, j'ai un souci technique. J'ai un souci technique. Je ne peux plus. Ça y est. Voilà. Est-ce que tu vois, Morissette? Oui, merci. Ben, encore une fois, désolé. Désolée. On est ravis de vous avoir. Vous êtes beaucoup à être inscrits et on n'est pas sur le même site, mais on va faire au mieux et pour vous apporter le plus d'éclairage possible. Donc, quel est l'objet de ce webinaire? On a peu de temps, mais en même temps, on va essayer de vous passer un maximum d'informations. Pour les nouveaux élus qui se sont inscrits à ce webinaire, on va faire en 2 minutes un rappel sur les changements majeurs emportés par la mise en place de la nouvelle classification. Et à partir de là, nous avons, depuis plusieurs mois maintenant, réalisé un certain nombre d'expertises dans les entreprises du secteur de toute taille. Et on souhaitait vous partager notre REX, vous faire réagir sous forme d'un quiz pour pouvoir éventuellement échanger avec vous. Et par rapport aussi à tous les enjeux que nous avons détectés, en fait, on a développé des outils pour répondre à ces enjeux, pour pouvoir analyser et apporter aux élus des pistes de réflexion ou des pistes de travail et surtout des benchmarks puisqu'on couvre l'ensemble du secteur de la métallurgie. Et enfin, on vous précisera effectivement comment nous pouvons également, si vous le souhaitez, vous accompagner. Alors, quelques éléments de repère qui sont importants et qu'il vaut mieux, qu'on a souhaité rappeler là rapidement. Si on pense à la nouvelle convention collective de la métallurgie, on ne peut pas oublier qu'en fait, elle remplace 78 conventions collectives. Et la mise en place de cette nouvelle convention collective unique entraîne de nombreux changements. Celui plus particulièrement sensible de la classification des emplois et des salaires minimaux hiérarchiques. Et c'est là-dessus, surtout sur la classification, qu'on va se concentrer aujourd'hui, puisque c'est à la première mise en œuvre qu'il y a beaucoup de questions, de frustration, d'incompréhension, de sujets d'attention, et donc ça va être vraiment le cœur de notre webinaire. Donc juste pour rappel, cette convention collective devait s'appliquer au 1er janvier 2024. Ce sont plus de 42 000 entreprises en France, dont plus de 98% ont moins de 500 salariés. Et elle emporte un changement majeur dans la classification qui est que sur l'ancienne classification, la progression de carrière en fait était relativement automatique, mesurée par l'ancienneté, l'évolution des indices. Mais dorénavant, avec la nouvelle classification, la progression de carrière, elle implique quelque chose qui est important, c'est qu'il faut changer d'emploi, ou l'emploi dans lequel le salarié est rattaché doit évoluer, ce qui, par nature, va poser des questions de politique salariale et de progression salariale des salariés. Cette nouvelle classification, elle est liée également avec une nouvelle grille de SMH qui est unique et qui maintenant s'applique à l'ensemble des catégories cadres et non cadres,
et nous n'avons désormais plus que 2 statuts, et les statuts ouvriers, étam, ouatam et cadre ayant disparu, on a un passage cadre à partir de 37 points, F11, dans cette nouvelle grille de classification. Et donc, les salaires qui sont rattachés à chacun des classes et groupes d'emploi sont importants. D'où la classification et les questions légitimes que peuvent se poser les salariés sur l'affectation dans cette classe et groupe d'emploi. Alors, on va vous partager rapidement notre REX. On a dans toutes les analyses que l'on a menées, noté des points importants qu'on souhaitait partager, sur lesquels, évidemment, nous, on a apporté notre éclairage. Donc, on va les partager avec vous au travers d'un questionnaire. Un questionnaire. La première question, ce que nous avons vu sur la première… Ah, bah alors j'ai l'impression que toutes les questions sont parties en même temps. Oui, toutes les questions sont parties en même temps. On va attendre qu'il y ait quand même un maximum de répondants. On va sonner encore quelques minutes. Première question portée sur l'accord de méthode. Nous avons constaté qu'en fait, peu d'entreprises avaient discuté et négocié la mise en place d'un accord de méthode pour mettre en place cette nouvelle classification. Et parfois, ça a été assez, pour reprendre une expression très top-down, la mise en place de cette nouvelle classification. Et parfois, les élus n'ont pas été très impliqués. Évidemment, ça a créé quelques remous. Et vous êtes un certain nombre à partager ce constat. La fiche emploi générique, mais là, je crois que aussi bien Laetitia, dans toutes ses analyses que dans celles que nous avons pu réaliser aussi au sein du bureau de Toulouse, la fiche emploi trop générique, ça a été vraiment le cœur du sujet, le cœur du questionnement des salariés, des élus. Ce phénomène étant quand même plus ou moins marqué suivant la taille de l'entreprise. Et la mesure de la fiche emploi générique, on a développé aussi un outil qu'on va vous présenter juste après pour faire un benchmark un peu sur le secteur et pouvoir expliquer aux élus, bien sûr, et aussi aux salariés pourquoi ils ne se retrouvent pas dans ces fiches emploi. Pas de partage de la cartographie ou des fiches emploi, effectivement. On a constaté que dans certaines entreprises, les fiches emploi avaient été remises aux salariés par les managers ou par les RH, d'ailleurs, suivant les situations, mais que les salariés et les élus n'avaient pas eu accès à l'entièreté de la cartographie des fiches emploi. Or, connaître et comprendre la cartographie des fiches, la cartographie des emplois de l'entreprise, c'est comprendre la structure de l'entreprise, l'organisation et donner des perspectives d'évolution aux salariés. Et là, il y a des entreprises qui n'ont pas joué le jeu sur ce point-là. Laetitia, les cadres, je peux te laisser la main là.
Alors, des cadres positionnés sur des emplois non cadres et des non cadres positionnés sur des emplois cadres. Donc là aussi, alors là, ça a été traité plutôt de façon au cas par cas. Donc c'est plutôt de façon individuelle que ça a été traité. Et on en a eu, mais c'est vrai que c'est plutôt de façon individuelle et c'est sur des groupes un peu fermés. Des débutants positionnés sur des fiches emploi identiques aux expérimentés. Alors là, effectivement, on se retrouve en fait sur des mêmes fiches emploi. On retrouve des débutants avec des salariés expérimentés sur les mêmes fiches emploi avec la même cotation. Donc maintenant, c'est à l'entreprise de donner des perspectives. Certaines entreprises ont mis en place des situations d'échelon pour justement donner en fait des solutions et de donner en fait une projection entre débutants et expérimentés. D'autres ne l'ont pas fait. Donc à l'entreprise aujourd'hui de donner quand même des projections puisque les expérimentés se posent des questions. Stratégie d'évitement, changement de convention collective, donc ça on l'a vu. Des entreprises qui ont changé en fait, ont voulu changer de convention collective pour éviter d'appliquer donc cette nouvelle convention collective puisque certaines directions trouvaient que le travail de cotation était très lourd à faire. Rédaction de fiches emploi qui n'existait pas, donc il fallait rédiger les fiches emploi et coter, donc travail d'évitement. Mise en place de groupes fermés, donc ça vous verrez en fait, on va le voir avec certains outils qu'on a pu réaliser. On s'aperçoit que certaines entreprises ont mis en place des groupes fermés. Donc maintenant, à voir quelles stratégies vont mettre en place avec ces groupes fermés de salariés. Des progressions en termes de structure de rémunération pour une partie des salariés. Je te redonne un peu la main, Maurice, sur ce thème-là. Pas de souci. Donc, de par les analyses qu'on a pu faire dans ce qu'on appelle l'atterrissage de la mise en place de la nouvelle classification, on a pris les classifications et positions d'origine des salariés et on a regardé sur quelles fiches et groupes, classes et groupes d'emploi ils ont été positionnés. Et on a pu identifier dans cela ce qu'on a appelé quelques éléments remarquables, notamment, effectivement, des salariés qui, de par l'affectation sur leur nouvel groupe et classe d'emploi, changent de structure de rémunération. On pense notamment au passage non cadre à cadre, mais il y a également des salariés non cadres qui ont changé de salaire minimum hiérarchique par rapport à ce qu'ils avaient dans leur ancienne classification. Bien sûr, ça va poser des questions. À quel moment là l'entreprise va mettre en place ce réajustement de salaire minimum hiérarchique? Est-ce qu'en janvier 2025, il y aura bien l'ajustement tel qu'il est prévu par la convention collective? Là encore, il y a des outils qu'on peut vous apporter sur ce sujet. Et puis, parmi la population cadre, il y a également des cadres dont la structure de REM change en fonction, évidemment, de la classe et groupe d'emploi dans lequel ils ont été rattachés. Les managers en difficulté. Alors, effectivement, majoritairement, sur les entreprises, on a pu interviewer des salariés, des collaborateurs et aussi des managers. Et on a constaté que même si parfois il y a eu des gros efforts par les entreprises, on a quand même eu des managers qui ont été très en difficulté, soit par manque de formation, soit par manque de compréhension totale, soit dans la mise en œuvre, le déploiement de la nouvelle convention collective où ils n'ont pas forcément été associés, soit parce qu'eux-mêmes avaient affecté des salariés de leur équipe sur certaines fiches emploi, et puis il y a eu des relectures, des boucles de cohérence qui ont été faites au niveau de la société ou du groupe, et leurs collaborateurs n'ont pas été affectés là où eux-mêmes avaient fait le travail et avaient envisagé de les affecter. Donc ça a créé quand même pas mal de difficultés. Et puis, globalement, et dans la majorité des cas, dans la grande majorité des cas, dans des entreprises sur lesquelles on est intervenu, il y a un manque de vision sur la GEPP. Et pour nous, la GEPP, ça va vraiment être
le fil conducteur de comment demain l'entreprise peut proposer à ses salariés de pouvoir évoluer, changer d'emploi, se développer, quelles sont les mesures qui seront proposées, quelles sont les passerelles qui seront mises à disposition et qui seront identifiées pour les salariés pour pouvoir changer d'emploi ou pas. Parce qu'il y a aussi le cas des salariés qui ne voudront pas changer d'emploi et comment l'entreprise va gérer ces salariés-là qui, eux, voudront rester sur l'expertise de leur emploi sans changer. Mais donc, quelle sera la politique sociale? Quelles seront les mesures mises en place pour ces salariés-là? Et puis, dans la majorité des cas, dans la majorité des entreprises, ce qui est vraiment ressorti, et là, on a aussi un benchmark qui est assez large, c'est ce qu'on a appelé le taux de contestation. Parfois, ce ne sont pas des contestations, mais des incompréhensions, des taux de retour, de demande, de clarification. Et là, c'est vraiment très vaste. On a des entreprises où c'est à peu près à 10%, d'autres où on est à 40%, voire largement au-dessus de 40% de demandes, soit d'explications, soit d'incompréhension, voire de contestation de l'affectation à la fiche emploi. Et là, on va faire avec Laetitia un rappel important parce qu'on a pas mal d'élus qui nous ont appelés et qui, je pense, probablement vous êtes aussi appelés entre vous et des salariés se sont appelés entre eux pour comparer la cotation de leur fiche emploi d'une entreprise à une autre. Mais là, Laetitia, je te laisse enfoncer le clou sur cette notion. Alors, un petit rappel, il n'est pas possible en fait de comparer en fait la fiche emploi. Elle a été rédigée par rapport à l'organisation de l'entreprise et a été cotée par rapport à cette organisation. Donc, il n'est pas possible de comparer une fiche emploi et la cotation par rapport à une autre entreprise. Donc, il faut être clair là-dessus. On ne peut pas comparer une fiche emploi par rapport à d'une entreprise A par rapport à une entreprise B, ni sa cotation. Là-dessus, il faut qu'on soit clair parce qu'on a beaucoup de demandes, mais on ne peut pas comparer. Si on veut réellement encore enfoncer le clou, un acheteur dans l'entreprise A peut avoir une cotation F12 du fait des attendus de son emploi dans l'organisation de cette entreprise A. Et pour autant, son collègue qui travaille à quelques kilomètres de là dans l'entreprise B, qui a une fiche emploi qui s'appelle également acheteur, peut être G13 ou G14 ou F11, puisque l'emploi qu'il occupe répond aux attentes et à l'organisation de l'entreprise B. Il faut vraiment pouvoir démystifier cette comparaison parce qu'il y a beaucoup de questions, on est très sollicité et ça crée des frustrations et des incompréhensions. Oui, je vois dans le chat que la convention était là pour uniformiser. Oui et non, puisque ça va dépendre en fait de l'organisation en fait de l'entreprise et des attendus de l'entreprise. Donc un intitulé et même si la fiche emploi est rédigée de la même manière, la cotation va peut-être varier parce qu'il y aura peut-être dans la rédaction en fait de la fiche emploi des mots-clés qui seront différents et qui vont en fait faire varier la cotation. Donc faites attention à ça. L'uniformisation, on est d'accord, c'est bien le but de la nouvelle convention collective. C'est l'uniformisation. En quoi consiste-t-elle? Elle consiste en fait de dire on utilise dans toutes les entreprises, les 42 000 entreprises du secteur, on doit utiliser la même méthodologie pour rédiger les fiches emploi qui elles-mêmes doivent refléter l'organisation de l'entreprise. On a des critères qui s'appliquent, 6 critères, 10 degrés, et toutes les entreprises doivent procéder de la même façon. Quand on parle d'uniformiser et que c'est l'objectif de la nouvelle convention, oui, l'objectif, il est là. Et je vois quelqu'un qui dit, sauf si le contenu est exactement le même. Alors oui, 2 fiches emploi peuvent avoir le même contenu et elles devraient potentiellement avoir la même cotation, au bémol près qu'avec un contenu identique, les attendus de ce contenu dans une organisation A peuvent être plus ou moins impactants, plus ou moins
cotée dans les degrés comparée à une entreprise B. Vraiment, on souhaitait démystifier ce sujet parce qu'on a vraiment beaucoup de questions et beaucoup d'interprétations sur ce sujet. Hum, on voit pas mal passer de questions également sur le détail des cotations. Oui, bien sûr, la convention collective a prévu que l'entreprise doive donner le détail de la cotation de la fiche emploi, mais sur demande du salarié. Donc, ce n'était pas une obligation de facto au moment de la remise des fiches emploi. Dans les offres d'emploi, on ne voit pas la cotation de l'emploi. Ça dépend des entreprises. Là encore, on est en train de suivre ce qui se fait sur le secteur. Il y a des entreprises qui ont publié les offres d'emploi avec des cotations, d'autres qui ne les publient pas. Et ça fait bien aussi partie des questionnements qu'on peut soulever. Alors, qu'est-ce que nous avons développé par rapport à toutes ces questions et que l'on a peaufiné et essayé d'incrémenter au fur et à mesure des expertises que l'on a pu réaliser. Le premier, c'est important, c'est parce que c'est la base de tout ce qui va demain impacter la progression des salariés pour nous, c'est l'analyse de la cartographie des emplois et de son dimensionnement. Donc, on a développé cette analyse pour laquelle d'ailleurs on peut faire du benchmark, qui est d'aller challenger ou expliciter ou illustrer comment l'entreprise a cartographié ses domaines, ses familles professionnelles. Sur les familles professionnelles, combien y avait-il avant de métier GPEC et demain, demain d'ailleurs, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ça. Combien reste-t-il de familles professionnelles au niveau des emplois, en fait, des familles, des groupes d'emplois. Ensuite, on a regardé le nombre d'emplois repères. Et puis, à partir de là, les emplois, puisque c'est bien au niveau des emplois que la fiche emploi est rédigée. Et c'est à ce niveau-là que se définit la classification. Donc, petit rappel, la classification, c'est sur la cotation de la fiche emploi. La fiche emploi est différente de la fiche de poste. La fiche emploi, c'est quels sont les attendus. La fiche de poste, c'est le mode opératoire pour tenir cet emploi. Et ce que l'on regarde particulièrement, surtout dans les entreprises de taille moyenne et plus grandes entreprises, c'est combien y a-t-il de postes dans l'entreprise distincts et combien y a-t-il de fiches emploi. Et donc, à partir de là, on a mis au point le benchmark qu'on va vous montrer juste après, qui s'appelle le taux de compression. Le taux de compression, c'est plus il est élevé, plus on a de salariés regroupés sur des fiches emploi. En d'autres termes, moins il y a de fiches emploi disponibles par rapport à un effectif d'une entreprise, plus les fiches emploi semblent génériques ou sont génériques et moins les salariés se reconnaissent dans ces fiches emploi. Donc là, on est en mesure de pouvoir situer l'entreprise pour laquelle on fait l'expertise, l'entreprise dans son secteur et l'entreprise en dehors du secteur auquel elle appartient pour avoir un référentiel. Je vois quelqu'un qui dit fiche emploi égale fiche de poste chez nous. C'est vrai. C'est vrai. On en a vu. Oui. On a vu des entreprises, oui. On a vu des exemples où on a, dans des entreprises, en fait, on a des fiches emploi qui peuvent aller jusqu'à 3 pages. Donc là, on est plutôt sur des fiches de poste que sur des fiches emploi. Donc effectivement, les salariés en fait ne comprennent pas en fait parce qu'on leur avait expliqué que normalement la fiche emploi, on devait retrouver les activités significatives et au final, on est plutôt sur des modes opératoires, donc elles sont beaucoup trop longues, beaucoup trop descriptives. Je vais réagir en direct à une question qui a été posée. Il est clairement notifié dans la nouvelle convention collective qu'un changement de cadre à non-cadre n'est pas autorisé. Que dit la convention collective? À la première mise en place, un salarié qui est cadre en 2023
et qui est affecté à une fiche emploi classée non cadre garde son statut cadre le temps qu'il occupe cet emploi. Donc, il ne passe pas non cadre le temps qu'il occupe cet emploi. C'est là où on parle de mise en place de groupes fermés, puisque ces salariés-là qui ont un statut cadre sont sur des emplois qui sont cotés non cadres. Et il va bien falloir traiter comment on accompagne ces salariés-là, soit pour se développer et retrouver et se repositionner sur des emplois cadres, soit que va proposer l'entreprise, puisque ces personnes-là vont être sur la classification sur laquelle ils sont rattachés, quelque part des points un peu aberrants par rapport à des personnes, à d'autres collègues, et leur masse salariale, typiquement, leur rémunération peut être un facteur pour l'entreprise de dire, en tout cas pour le manager de proximité, de dire, écoute, toi, tu es sur ce poste-là et sur cet emploi-là, mais déjà, tes cadres et tu as un salaire super élevé, donc cette année, tu n'auras plus d'AI, plus de prise en compte. Nous, on a recommandé dans certaines entreprises de dire aux élus, lorsqu'il y a cette mise en place de groupes fermés dans votre entreprise, à l'issue de la campagne d'AI, demandez une transparence pour que sur les classes emploi, vous avez des personnels cadres qui ont été affectés sur des emplois non cadres, vous puissiez avoir une transparence par la direction ou par le département de la moyenne des AI sur ce département, ce secteur, et dans le groupe fermé, combien de personnes ont bénéficié ou pas de l'AI, pour essayer quand même d'accompagner ces salariés. Je regarde des tocs. Ensuite, si on avance sur on a le même phénomène avec des cadres 3A, salaire plus, sur des postes F11 ou F12. Exactement. Oui. Mais exactement, on est tout à fait d'accord. On a aujourd'hui des cadres 3A, 3B, 3BX qui ont été positionnés sur des emplois ils n'ont pas été positionnés. L'emploi qu'ils occupent a été évalué côté F11 ou F12. 12 ans. C'est ça. Et donc, leur structure de REM, typiquement lorsqu'il y a des variables, est supérieure au SMH. Il y a la structure de REM applicable dans l'entreprise sur le F11 et le F12. Mais ces cadres-là font partie de ce qu'on appelle le groupe fermé. Et ce groupe fermé, normalement, il doit s'éteindre au fil des mois ou d'un an ou deux. C'est comment l'entreprise accompagne ses salariés et comment l'entreprise va les aider, soit repositionner, et en tout cas, vous, en tant qu'élu, comment vous allez vous assurer, quelles mesures vous allez prendre pour vérifier que ces salariés ne seront pas pénalisés demain au moment pas des promotions, il n'y en a plus, justement. Ça aussi, c'est un mot important. Il n'y a plus de promotion, mais au moment des augmentations. Vas-y, je t'en prie, Laetitia. Alors, il existe des formations pour apprendre à coter les fiches. Alors, vous avez effectivement le guide paritaire qui vous aide effectivement à bien comprendre s'il y a des formations, mais il y a aussi le guide paritaire qui peut vous aider en fait à comprendre en fait la cotation des fiches emploi. Le SAV de la nouvelle convention n'est pas assuré, non, effectivement. Les OS sont tenus à l'écart du déploiement, oui. Dans certains cas, effectivement, les OS n'ont pas été forcément informés, impliqués donc du déploiement. Il y avait une information, consultation du déploiement, mais ça s'arrêtait là et il n'y avait pas forcément, vous n'avez pas forcément pu accompagner ce déploiement. Là, c'est des certifications, oui. Oui. Il y a des certifications de cotateurs, oui, tout à fait, tout à fait. Ça existe et une grande majorité des entreprises ont fait passer ces certifications de cotateurs à déjà des RH, à quelques managers. Et parfois, il y a des OS qui ont également passé ces certifications de cotateurs. Pourquoi la FDE figure sur le bulletin de salaire et ne correspond pas au contrat de travail?
Alors, l'avenant au contrat de travail, c'est surtout dans le cas où un salarié était non cadre en 2023 et passe cadre au 1er janvier 2024. Le changement C'est de ça. l'avenant au contrat de travail. Dans les autres Oui. cas, il n'y a pas nécessairement d'avenant au contrat de travail. Non. D'accord, certains le font, ok. L'autre type de benchmark là, dont on dispose et qu'on vous a mis à l'écran, c'est de regarder sur l'ancienne classification combien de postes étaient occupés par un salarié et sur la nouvelle classification, combien de fiches d'emploi sont occupées par un seul salarié. Ça, typiquement, c'est ce qui explique que des salariés qui avaient des postes très différents ne comprennent pas qu'ils puissent être attachés sur la même fiche emploi. On a fait des analyses et pas mal d'analyses terrain et d'analyses de fiches emploi. Parfois, c'est logique parce que c'est lié à l'organisation. Parfois, il y a eu des erreurs, il y a des entreprises qui ont corrigé des erreurs, mais il faut toujours rappeler qu'une fiche emploi, ça correspond à plusieurs postes. Ça, c'est important. Et parfois, cet accompagnement et cette pédagogie par rapport aux salariés, ben, elle n'a pas été faite non plus. Donc, ça crée aussi des crispations, mais très clairement, plus les fiches emploi sont génériques, moins les salariés peuvent se reconnaître dans la fiche emploi. Est-ce que la direction doit donner cette info aux membres du CSE? Par rapport à ce que non. Non, très souvent, en fait, quand on a fait nos missions, on s'est aperçu, en fait, que l'info n'avait pas été transmise. En fait, on apporte ces informations-là quand on fait nos missions. Donc, non. Ouais, c'est nous qui, dans le cadre de l'expertise, allons faire toute cette cartographie et en fait, créer tous ces indicateurs et les rendre visuels pour poser des questions. Et pour pouvoir aussi challenger la direction ou challenger aussi quelles sont les mesures qui doivent être mises derrière, soit pour accompagner les salariés dans la compréhension, soit pour repositionner des salariés, parfois c'est arrivé, voilà, soit faire évoluer des fiches emploi. Typiquement, on est intervenu dans des entreprises où sur un même emploi, il n'y avait que 3 classifications possibles. Or, quand on a regardé l'organisation avec la direction de l'entreprise, on est convenu du fait que par rapport aux attentes et à l'organisation, il y avait à minima 5 cotations nécessaires. Donc 5 fiches emploi différentes avec des attendus différents. Et ça a permis, en fait, d'assouplir la crispation qu'il y avait et surtout de répondre aux attentes qui étaient légitimes des salariés. Oui, vous aurez la présentation. Est-ce que nous l'aurons? Oui. Qu'est-il qui passent non cadres et qui perdent leur mutuelle? Qu'en est-il des assimilés cadres qui passent non cadres et qui perdent leur mutuelle? Alors, normalement, les assimilés cadres qui passent non cadres, mais en fait, non, les cadres ne passent pas, les assimilés cadres ne passent pas non cadres. Les assimilés cadres sont affectés potentiellement à un emploi inférieur à E9, puisque c'est à partir de E9 qu'il y a des dispositions spécifiques pour les non-cadres. Là encore, ça va dépendre de l'accord d'entreprise et de ce qui a été prévu en termes de protection, mais il n'y a pas de raison que l'entreprise puisse réduire la protection mutuelle des salariés. Et là encore, ça va être aux élus et aux OS d'aller vérifier le bon respect de cette disposition. Oui, ce sont les E9 et E10, les forfaités, les équivalents forfaités. La plupart des salariés ont une fin de non-recevoir à leur demande de révision de classification, notamment les cas tombés dans un groupe fermé. Oui. La direction a clairement menacé le licenciement de toute personne non signataire sur le fait de passer de cadre à non-cadre. Ah non, mais ça, c'est un changement de… Clairement, la convention collective a bien prévu que la première mise en œuvre, quelqu'un qui est
qui est cadre et qui est affecté à un emploi non cadre conserve son statut cadre le temps qu'il occupe cet emploi. Emploi. Et donc, une direction ne peut pas menacer de licenciement toute personne sur le fait de passer de cadre à non-cadre et qui refuserait. Non, elle peut pas, c'est pas du tout ce qui est prévu par la convention collective. Ouais, ça défile trop vite, là, on a un Ouais. souci. Ouais, ça défile trop vite, on a un souci. Oui. Alors, pour les personnes qui étaient cadres en 2023 et qui en 2024 sont cotées, alors ce ne sont pas les personnes qui sont cotées, c'est leur fiche emploi. Emploi qui sont cotés, elles perdent bien leur statut de cadre. Leur statut de cadre, mais gardent leur avantage. Non. Clairement, non. Clairement, non. Les personnes qui étaient cadres en 2023 et qui sont affectées à des emplois non cadres ou, redit autrement, dont l'emploi qu'ils ou elles occupent est coté non cadre, gardent leur statut cadre jusqu'à ce qu'elles changent d'emploi. Et l'entreprise ne peut pas leur demander de signer un avenant non cadre du fait du passage à la nouvelle convention collective. Il faut être très clair là-dessus. Et donc, ils ou elles ne perdent pas leur statut. Alors, peut-on modifier notre fiche? Alors, c'est pas fiche métier, c'est fiche emploi. Peut-on modifier notre fiche emploi par notre DRH? Alors, tout dépend en fait de la fiche emploi. Et une fiche emploi ne concerne pas une personne ou un salarié. Ça concerne en fait, c'est générique. Plusieurs postes. Ça concerne plusieurs postes. Le poste est coté, mais la polyvalence n'est pas reconnue. Alors, il y a un vrai sujet sur la polyvalence. La convention collective a donné des recommandations sur la reconnaissance de la polyvalence. Et les entreprises n'ont pas du tout effectivement appliqué cette reconnaissance de la polyvalence de la même façon entre les unes et les autres. Donc ça fait aussi partie des sujets qu'on regarde. La polyvalence, elle doit être reconnue et prise en compte dans la fiche emploi. Et lorsqu'un salarié a une polyvalence sur plusieurs emplois différents, la cotation de l'emploi le plus élevé doit être retenue pour la cotation finale de la fiche emploi qu'il occupe. Et ça, c'est pas toujours appliqué, ça, je vous le concède. Oui. En conflit sur notre site, la direction a fait appel à 2 experts extérieurs. L'intitulé du poste identique pour 2 personnes devrait être coté de la même façon. Ben non, pas forcément. D'abord, c'est pas le poste qui est coté, mais c'est la fiche emploi. Deux personnes qui ont le même poste sont normalement rattachées à la même fiche emploi. Si c'est exactement le même poste, il y en a un qui a le poste le matin et l'autre occupe le poste l'après-midi, par exemple, ça sera la même fiche emploi. Mais 2 fiches emploi qui ont le même intitulé n'ont pas forcément la même cotation. Vous pouvez avoir un comptable D8 et un comptable F11. Et dans les attendus, il n'y a pas la même description. Donc là, non, 2 fiches emploi peuvent être différentes. En cas de modification, c'est à la nouvelle, quels sont les recours possibles en cas de modification du statut du salarié suite à la nouvelle classification? Alors, si on parle d'un salarié cadre dont l'emploi est coté non cadre, il n'y a pas de modification de son statut, le temps qu'il occupe cet emploi. En revanche, après, lorsqu'il va changer d'emploi, il peut accepter ou non d'aller sur un autre emploi non cadre ou de postuler sur un emploi cadre. Quelqu'un, en revanche, qui est non cadre et qui est affecté sur un emploi cadre se verra proposer la signature d'un avenant au contrat de travail. Alors, Olivier Ménard confirme, il y a des personnes, si les questions sont posées, alors on ne va pas rentrer dans le débat. Donc, quels sont les recours? Les recours, normalement, ce sont vous, les élus de CSE et les organisations syndicales qui devaient monter au créneau vis-à-vis de la direction pour leur rappeler que ce n'est pas du tout ce qui est prévu par la convention collective.
Au bout du bout, vous pouvez remonter probablement au niveau de votre syndicat ou au niveau de votre branche. Et au pire des cas, ce sera les prud'hommes. Ce n'est pas du tout ce qui est prévu par la convention collective. Alors, en cas d'expertise de la politique sociale en 2024, peut-on demander la répartition? Eh bien oui, tout à fait, Oui, oui, on exactement. peut. Et c'est ce que nous, on commence à faire déjà. Mm. Et plus que ça, tous les outils qu'on vous montre là, ce sont les outils qu'on va utiliser au titre de l'expertise sur la politique sociale en 2024 pour l'exercice 2023 et on demande l'atterrissage 2024. Effectivement, la limite de l'exercice en 2024, ça va être sur la vérification de l'application des nouveaux SMH, puisque comme vous le savez, le réajustement des SMH, le cas échéant, se fera en janvier 2025 au plus tard. Donc, ce sera sur la deuxième expertise qui aura lieu en 2000, à laquelle vous pouvez faire appel en 2025, qu'on pourra mesurer la bonne application du SMH. En sachant que certains DRH ont commencé à anticiper, puisqu'ils ont fait leur simulation fin de l'année dernière. Voilà, pour anticiper en fait le rattrapage. Une cotation fiche de salaire différente de la cotation. Pour les populations fermées, les entreprises mettent une cotation sur les fiches FE. Normalement, ils ne doivent pas. Non. Ils n'ont pas le droit. Le COEF n'est plus pris en compte. Ben non, il n'existe plus. Non, donc, il n'existe plus. Non. Une fonction énorme. Alors, voilà. Oula, ça, là, c'est parti. La régularisation des salaires par rapport au SMH se fera chez nous en décembre 2024, application en janvier 2025. Chaque entreprise peut choisir leur date de rattrapage, oui. La date butoir, c'est janvier 2025. 25. C'est ça. La prime d'ancienneté est mieux disante que celle de la CCM, doit-elle être intégrée dans le SMH? La SMH, on a... Alors, la prime d'ancienneté, la convention collective, elle a été très claire hein, sur la directive qui est dedans, et les entreprises ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Donc là, il faut appliquer ce qui est prévu dans la convention collective. L'article qui parle de la prime d'ancienneté, de son mode de calcul, de son plafonnement et de l'intégration avec une île séparée, tout ça, c'est vraiment clair dans la convention collective. J'espère d'ailleurs que vous savez tous que vous pouvez aller sur le site paritaire, retrouver l'intégralité de la convention collective. Je vous invite surtout pour les nouveaux élus à aller la lire au moins une fois. Cette convention collective, elle a des avenants qui sont négociés régulièrement, qui sont mis à jour sur le site paritaire. Et il faut les lire au moins une fois, puisque c'est toutes les questions que vont vous poser vos salariés, c'est déjà écrit dans la convention collective. Donc, nous, on va être là pour vous aider à le comprendre, à faire de l'expertise, à vous apporter des réponses à vos questions si vous le souhaitez. Mais en tant qu'élu, il me semble important que vous ayez pu prendre le temps de lire à minima une fois cette nouvelle convention collective. Je rappelle qu'elle fait à peu près 200 pages, alors que l'ancienne convention collective qui avait vécu pendant plus de 5 ans faisait plusieurs milliers de pages. Donc, profitez de ces premières mises en œuvre pour aller lire et puis identifier les points importants qui sont impactés et surtout suivre la mise à jour et la signature des nouveaux avenants. Refus de fiche emploi égale licenciement. Ben non, enfin. Non, ils n'ont pas le droit. Ils n'ont pas du tout le droit. Là-dessus, vous ne pouvez pas. Donc, elle s'applique et même si vous refusez votre fiche emploi, ils ne peuvent pas vous licencier. Mais la fiche emploi est à la main de l'employeur, il faut le rappeler. Oui. Donc, c'est une des prérogatives de l'employeur. Donc, c'est l'employeur qui a décidé de la fiche emploi à laquelle vous étiez rattaché, de la cotation de la fiche emploi. Vous pouvez ne pas être d'accord, ce n'est pas pour autant, vous pouvez contester, ce n'est pas pour autant un motif de licenciement. Si une fonction a fait une erreur sur une classification avec salarié a par exemple eu 3 salaires depuis janvier qui veulent repasser. Classer le poste, est-ce aussi si notice signe un avenant. Là, c'est un cas hyper spécifique. Et en plus, il n'y a pas d'avenant contrat de travail. On ne signe pas d'avenant contrat de travail parce qu'il y a une cotation, il y a un problème, il y a une modification de cotation. Il n'y a pas d'avenant contrat de travail. Mais c'est passé.
Pour rappel, on ne signe un avenant au contrat de travail que lorsqu'il y a une modification substantielle du contrat de travail. Qu'intègre le SMH. Dans le cas où les salariés ont des variables dans leur salaire, cela veut dire qu'ils ne monteront pas en SMH en janvier 2025, mais auront des rattrapages tous les ans en décembre. Ah, alors là encore, je vous recommande d'aller lire dans le détail le calcul, le mode de calcul qui sera appliqué pour le rattrapage et le salaire annuel de référence, qui est le salaire annuel 2024 et le salaire annuel 2025. Sauf erreur de ma part, ce mode de calcul a été précisé par un avenant de juillet 2023. Donc là, je vous invite vraiment à aller lire la règle applicable parce que ça a quand même été bien précisé. Je n'ai pas tous les détails en tête, mais ça a été reprécisé dans l'avenant de juillet 2023, sauf erreur de ma part. Oui, c'est ça. Je te propose peut-être, Laetitia, de passer sur la planche suivante parce que… Ok. Je passe sur la mienne? Oui, sur la tienne. Ok. Une cartographie des emplois. Donc, on a réalisé également une cartographie des emplois par rapport en fait aux grandes familles de métiers et aux cotations. Donc, les fiches emploi on a redispatché en fait les fiches emploi donc dans cette grille. Ça nous permet en fait de voir les tassements en fait, un certain tassement en fait des cotations des fiches emploi comme la manière dont elles sont réparties. Ça nous permet également de voir si nous manque pas en fait des grandes familles de métiers. Dans ce cas-là, en fait, dans cette étude-là, il nous manquait en fait une famille de métiers. Et puis, ça nous a permis aussi d'identifier que certaines fiches emploi, par rapport à d'autres, avaient des cotations qui pouvaient en fait nous interpeller. Je vais passer parce que je vois qu'on défile. Ensuite, alors ce graphique-là, on l'utilise. Donc, on l'appelle en fait un peu le graphique d'atterrissage pour nous parce qu'on l'utilise par rapport en fait à vos coefficients. Donc, vous voyez en fait les coefficients d'un côté et puis les cotations de l'autre. Donc là, à partir de ce graphique-là, on peut voir en fait le passage des salariés qui vont passer donc les changements de statut de non-cadre à cadre ou inversement. On peut repérer en fait ce qu'on appelle donc les groupes fermés. On peut aussi se poser la question et on voit très bien identifier en fait les personnes qui sont plutôt expérimentées, qui vont se retrouver sur les mêmes fiches emploi côté avec des personnes, des débutants. Donc en fait, ce graphique-là nous permet d'identifier plusieurs problématiques avec avec le déploiement de cette nouvelle classification. Et Laetitia, je vais rebondir juste puisqu'il y a eu beaucoup de questions. Là, j'ai vu passer là dans le chat sur est-ce que dans le cadre d'une expertise en 2024, on peut demander cet exercice-là? Est-ce qu'on peut avoir cette vision-là? Oui, la réponse est oui. Oui. C'est ce que l'on fait sur toutes nos expertises. Et là, on a vraiment, je dirais, le cœur du réacteur des questions qu'on peut poser. Et là, on vous a mis en fait encore des exemples puisqu'en fait, depuis le mois de décembre, donc on travaille en fait, on a donc des demandes et on fait des expertises. Donc suite à ces expertises, on a développé en fait un outil qui nous permet d'approfondir et d'aller un peu plus loin dans nos analyses. Donc on a notre pôle en fait qui traite ces données-là, qui nous a créé un outil qui nous permet en fait d'aller plus loin dans nos analyses et de zoomer si on a en fait des entreprises avec des établissements, de zoomer par établissement, par fonction, par sexe, par fiche emploi, par âge, par ancienneté. En fait, ça nous permet d'aller beaucoup plus loin et de travailler par rapport à vos demandes et à vos interrogations, de creuser en fait les sujets. Voilà. Donc là, on vous a mis en fait des exemples.
Et si on a en fait des fichiers avec les salaires de base, ça nous permet également de faire des éclatements par rapport aux salaires de base, donc de traiter et de regarder aussi les salaires, puisque ça va être aussi un grand sujet, un sujet de préoccupation, c'est comment demain on va en fait traiter, travailler en fait, reconnaître puisqu'il n'y aura plus en fait de reconnaissance par le coefficient, quelle politique de rémunération l'entreprise va mettre en place, puisqu'il n'y aura plus cette reconnaissance par coefficient. Ouais, une question intéressante à droite, enfin, elles sont toutes intéressantes, mais une qui revient très très souvent, Laetitia. Un débutant de 25 ans et un expérimenté de 55 ans, même emploi, même classif, F12. Comment on fait la différence entre les attendus du poste? Ben non. Un débutant 25 ans et un expérimenté 55 ans, voire plus, puisque les seniors peuvent également occuper des emplois F12, et les seniors plus aussi. L'emploi, il a des attendus indépendamment de l'individu qui occupe cet emploi. Ouais. À partir du moment où un débutant qui a 25 ans et un expérimenté de 55 ans ont le même emploi, eh bien, la cotation de l'emploi est le même. La différence, vous allez me dire, non, mais un expérimenté, il va aller beaucoup plus vite que le débutant de 25 ans. Toute la différence, c'est comment on va reconnaître effectivement sur un emploi F12 quelle politique l'entreprise va mettre en place pour reconnaître et valoriser les débutants et les experts sur un même emploi. Il y a des entreprises qui ont créé des F11 débutants, des F11 intermédiaires, des F11 experts. C'est une des façons de le faire, mais c'est presque encore dévoyer de nouveau cette nouvelle convention collective, puisque c'est ce qui existait dans l'ancienne convention collective. Donc là, la reconnaissance, la différenciation, elle va se faire sur la politique salariale, sur la reconnaissance, sur la mise en place de gratifications particulières, peut-être pour les plus expérimentés. Si un expérimenté, on lui demande en plus de faire de la formation, de l'accompagnement, du développement des jeunes qui arrivent sur le même poste, donc dans l'emploi, eh bien là, ça fait augmenter le périmètre de son emploi et lui devrait être sur une fiche emploi de cotation supérieure. Mais c'est une question qui revient très, très, très souvent. Effectivement, l'autonomie et la connaissance, mais ça dépend s'ils sont exactement sur le même emploi. Il reste 10 minutes. Serait-il possible de parler des SMH? Alors, c'est un peu compliqué de répondre à une question particulière. Ce que l'on peut vous proposer, donc il y a eu beaucoup. D'un autre côté, vous êtes très, très nombreux à vous être inscrits et on vous remercie. C'est jamais simple d'animer ce webinaire sur ce nouveau sujet qui est très sensible, hein, qui est percutant et qui vient surtout percuter la connaissance que chacun d'entre nous avait de l'ancienne convention collective. Ça remet en place ça remet en cause des paradigmes. Il y a beaucoup de choses qui sont à prendre en compte. On ne peut pas tout partager en une heure, mais en tout cas, merci à vous tous de vous être inscrits. Ce que l'on va vous proposer, c'est d'abord de vous envoyer ce support qui va être une première aide pour vous. Mais l'information qu'on peut vous donner également, c'est que nous avons 8 bureaux nationaux chez Secafi. Dans chacun des bureaux, il y a des experts comme Laetitia ou moi, des experts de la nouvelle convention collective et de la nouvelle classification. Donc, si vous avez des questions particulières, évidemment, vous pouvez nous contacter, vous aurez nos mails. Vous pourrez également laisser une demande pour des sujets plus particuliers. Et cette année, si dans le cadre de l'information consultation sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, si vous désignez l'expert, évidemment, c'est à ce moment-là au moment du cadrage de la mission, il faudra préciser les thèmes que vous souhaiterez explorer
et sur lesquels nous, on pourra vous guider pour aller chercher des questions, des positionnements, vous aider à avoir des arguments pour rendre un avis motivé sur votre information consultation. Alors, on va vous envoyer un petit, vous avez dû recevoir un petit message. Oui. Est-ce que vous souhaitez être contacté éventuellement voilà. Donc, c'est vous qui pourrez on pourra vous recontacter si vous le souhaitez. Et vous pourrez effectivement également, vous aurez nos coordonnées, pouvoir nous recontacter. Je confirme que les NAO servent en fait à aligner pour aligner les SMH. Effectivement, les NAO servent à ça. Il y a des enveloppes pour certaines entreprises, des enveloppes sont dédiées au SMH. C'est ça. Il y a beaucoup de questions, on est désolé, on ne peut vraiment pas répondre à toutes là en direct, mais n'hésitez pas à nous recontacter. On est plusieurs experts sur toute la France. Ça fait 2 ans et demi qu'on s'est emparé du sujet, qu'on a bien suivi toute l'évolution, qu'on suit les avenants et on mettra tout en œuvre pour pouvoir vous accompagner. Bon courage à vous tous. Merci.